La France possède un immense réseau hydraulique. Ce chevelu de petits ruisseaux, torrents et rivières recèle de belles populations de truites farios de souches différentes, et parfois locales. Les pêcheurs français ne se trompent pas et traquent dès l'ouverture en mars les salmonidés sauvages. Nous avons suivi 5 pêcheurs d'exception qui pratiquent avec des techniques spécifiques dans des milieux très différents. Des petites rivières normandes à la Sorgue, en passant par les ruisseaux du Jura, suivons ces passionnés. Gaël exerce le magnifique métier de guide de pêche depuis longtemps. Ce passionné pêche aussi bien la truite dans sa Normandie natale que le sandre sur la Seine ou le brochet dans le Morvan. Nous retrouvons Gaël sur la Rouvre, à côté de Pont-d'Ouilly. Nous sommes quelques semaines seulement après l'ouverture de la pêche de la truite. Les eaux sont encore froides et le toc reste la meilleure technique pour tenter les truites sauvages. Donc là on est sur la Rouvre, on est au début du massif armoricain, c'est-à-dire qu'on est au début du massif granitique qui va aller jusque dans la Bretagne là. C'est des rivières qui ressemblent un peu à des torrents avec des gros blocs, avec des coups assez marqués. Sa spécificité, c'est une rivière qui débute un peu tard en saison, donc là on est à la transition où les poissons vont vraiment sortir. Parce que le fond c'est vraiment plein de blocs et il y a des périodes où elles sont dessous et il n'y a pas moyen d'aller les chercher. Et là on rentre dans la période où normalement elles commencent à sortir. L'intérêt de pêcher au toc, c'est que je vais pouvoir justement, en fonction de l'activité, soit passer vite dans les veines d'eau et puis prendre les poissons qui interceptent les insectes par exemple. Ou à contrario, je vais vraiment serrer ma plombée et pêcher vraiment à gratter le long de tous les blocs. Et je prendrai quand même quelques poissons. C'est de la pêche hyper active dans le sens où on pêche une succession de petits coups. Un coup un gros bloc, un coup un petit courant et tout ça. Et avec des belles densités de poissons, des poissons moyens, mais ce qui est sympa c'est le côté un peu tout le monde sort d'un coup, ça se rentre et on ne sait jamais trop quelle taille on va avoir. C'est-à-dire que souvent c'est par cortège de taille, on va avoir des petites dehors ou des moyennes, puis d'un seul coup que des belles. Et la rivière elle va vivre comme ça toute la journée, donc ce côté-là il est assez sympa à exploiter. Et donc là, sur ces pêches au toc, c'est vraiment le petit côté vraiment ludique, en sachant qu'on peut pêcher avec des larves, il y en a dans la rivière, on peut pêcher avec des vers, des teignes, tout est un peu possible. J'utilise 2 modèles de cannes bien distincts, c'est-à-dire qu'en début de saison, je vais utiliser une Featherweight Osmose là, de chez Peson en 3,90 m. C'est une canne qui est un peu puissante, ça va m'intéresser parce que je vais pouvoir pêcher avec des plombées lourdes, je vais pouvoir brider des poissons si le débit est puissant, et éviter qu'elle rentre sous le caillou. Et là, je vais pêcher avec la Featherweight, une canne qui a été développée pour pêcher vraiment avec des éches plus fines, pouvoir pêcher plus fin, plus loin, avec des plombées plus petites. On a une meilleure glisse et on a une action qui est plus parabolique. Ça permettra, quand je pêche un peu plus fin, là, d'éviter de casser sur les gros poissons ou de les perdre un peu parce que j'avais une canne trop puissante par rapport à la taille de mon badmin. Au niveau des moulinets, je reste sur des moulinets de pêche au toc classiques. Je ne m'embête pas, ça reste léger, c'est une réserve de fil. Ici, on n'a pas des besoins impérieux de distance, donc on peut très bien se contenter de ça. On a des cannes légères. Le tout, c'est qu'il faut qu'il ait un frein à peu près correct. Et donc au niveau des cordes de ligne, 16 sur la canne un peu light. Je peux descendre en 14, mais exceptionnellement. Ça ne me dérange pas de faire corde de ligne en 16, bas de ligne en 12. Si je descends en 10 en pointe, je vais descendre par contre en 14 ou en 12 en corde de ligne. Tu vois, pour une fois que j'ai une touche, c'est un nain quoi. J'arrive pas à faire une belle. Voilà une belle petite truite de la Rouvre là. Et là, celle que j'ai retournée avant était vraiment dans les mêmes tailles. Donc on avait 2 poissons à peu près similaires là sur le même type de veine d'eau. Au niveau des longueurs, moi je m'embête pas trop. Clairement, mon passe-partout c'est 3,90 m. Si c'est une rivière large, qu'on peut pêcher les pieds dans l'eau, qu'il faut pêcher un peu fin et tout ça, ça va être sympa de pêcher en 3,60 m. Ça va être plus léger, on va pouvoir pêcher canne haute et puis très fin. Se faire plaisir avec une canne légère, donc vraiment avoir un maximum de sensations. Après les longueurs, les 4,20, les 4,50, on s'en servira davantage sur des rivières justement un peu comme ici. Si jamais on ne peut pas aller dans l'eau et qu'on veut pêcher quand même des coups un peu éloignés, ça permettra de pêcher sous le sion, donc passer derrière un caillou, ou vraiment pêcher à l'aplomb de la canne.
sans trop s'embêter. En règle générale, plus la rivière est petite, plus l'eau est claire, moins l'environnement offre de cache pour le pêcheur, c'est-à-dire des arbres ou des reliefs, plus on sera obligé d'avoir des cannes longues. Tout ce qui est téléréglable, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Souvent, ça coulisse mal. Dès qu'on a du vent, ça va manquer d'anneaux sur la longueur, on va avoir du mal à lancer. Dès qu'il y a du vent, ça ne va plus vouloir coulisser. Pour peu qu'il pleuve un peu, ça va venir se coller sur le blanc et on n'en sort plus. Après, ça aura un intérêt pour le gars qui veut absolument pêcher un ruisseau, on va dire, qui est tout petit et où il va évoluer dessous pour pêcher à 2-3 mètres. Mais pour des rivières, dès qu'on pêche des rivières un peu sympas au niveau du calibre, ou même si jamais c'est un peu dégagé, ça n'a pas d'intérêt. Il y a tout le temps le dilemme sur ces gros blocs où il y a des branches amoncelées devant. Parce qu'il y a des truites dessous, mais il y a des branches qui dépassent de partout. Donc le tout, c'est de faire les premières dérives sans aller trop au contact. Et puis sur la dernière, avant de partir, on tente le tout pour le tout. Là, je viens juste de remonter un peu l'indicateur. Je suis passé un peu limite. En le remontant un peu, je vais passer tout petit peu plus creux, avoir une meilleure lecture. Le tout sur l'indicateur, c'est qu'il ne faut pas hésiter à le bouger pour être pas trop loin de la surface. Pour vraiment avoir des infos les plus fiables possibles par rapport à l'évolution des plombs sur le fond. Poisson. Décroché rapide. C'est l'avantage au toc, quand même quand on fait à la touche, il y a beaucoup de poissons qui sont piqués au bord ou juste au bord. Et il y a moyen de les relâcher dans des bonnes conditions. En voilà une, un peu mieux. Voilà, elle a bien mangé. Hein. On a des poissons en période d'activité. Au niveau des hameçons, j'utilise des spéciaux un peu pour le toc là. Je me complique pas trop, j'ai deux modèles que j'utilise pas mal. Des hameçons là, au niveau des eaux vives, je m'embête pas, c'est des hameçons assez courts au niveau de lampe avec une ouverture quand même un peu sympa. Ça me permet de pêcher à la fois avec un verre de terreau, pas trop gros, de mettre deux porte-bois, de mettre une teigne. Et après j'ai les saudés là en Hooner que j'utilise, qui sont un peu plus longs, un tout petit peu plus refermés au niveau de l'angle là. Et ça me permet de mettre des verres plus gros. Il y a des beaux porte-bois sur les cailloux là, je vais essayer 2-3 postes avec en mettant 2 sur l'hameçon là, histoire de voir si ça fait la différence maintenant qu'il y a un peu plus de lumière. Je les mets par 2 en général, sachant que même par 3-4 elles mordent bien hein, quand elles veulent. Voilà, une bête. Ça c'est une truite d'1 an là. Et de l'année dernière celle-ci. Là on est au niveau du département de l'Orne, la plupart toute cette région-là, ça fait partie de l'Ego, l'entente halieutique du Grand Ouest. Donc ça fait qu'on peut facilement passer d'une rivière à l'autre avec le même permis et se faire plaisir. En sachant qu'on est vraiment, ici pour moi on est au cœur du pays de la truite. C'est-à-dire qu'on a l'Orne qui est pas loin, qui fait 4 fois la largeur de la Rouvre, mais avec un peu les mêmes profils et des poissons pareils. Il y a le Lambron qui est ici, qui est beaucoup plus petit, qui fait 2,50 m. On a la Vert qui est pas loin, le Noireau qui est entre toutes ces rivières-là. Donc en fonction des conditions, justement, on peut facilement, en 15 km ici, passer d'une rivière qui fait 30 mètres à une qui fait 2 mètres ou 1 mètre, avec beaucoup de cailloux ou un peu moins. Et tout le long, il y a des poissons. Restons au toc. Technique reine pour pêcher la truite toute l'année. Mais cette fois, nous quittons les rivières normandes et nous rejoignons la magnifique rivière d'Ain, juste en dessous de Pont-d'Ain, dans le même département. Nous passons de rivières de quelques mètres seulement de largeur à ce puissant cours d'eau qui mesure parfois plus de 50 mètres. Si cannes et moulinets sont les mêmes, la technique diffère. Tonio Villela Martins pêche en effet au toc, mais à plus de 25 mètres de lui.
La gestion de la ligne et de la dérive est alors très compliquée, mais les poissons trophées qui vivent ici en valent vraiment le coup. Pour cette année, début de saison, là, ça ouvre le 8 mars. Le 28 avril, j'ai fait 66,5, je suis précis. Estimation à 4 kg. C'est un beau bébé. C'est une très très grande rivière avec des très beaux poissons. Depuis quelques années, il y a moins de salmonidés. Moins de salmonidés, cause chaleur, d'eau, température, elle monte. Les barrages qui nous lâchent peu d'eau, voilà. Alors je pêche au vert pour sélectionner les poissons, pour faire une sélection au niveau des truites, voilà. Si je commence à pêcher aux appâts de la rivière ou à la teigne ou au thébos ou à la patraque, je vais prendre beaucoup de chevennes barbeaux, voilà. Alors pour limiter ces prises, je pêche au vert. Avec ce petit lâcher d'eau, des fois ça leur bloque le bec. Entrez, elle y est, belle, gros, belle. Ça y est, elle est belle. Ça y est, elle est belle. C'est une grosse, hein. Ouh. Attention, c'est beau, hein. Hop. Voilà. C'est beau. Elle est pas vilaine. Elle est belle, hein. Poisson à 50, voire plus peut-être. Yeah. Beau poisson. Mérité. Pris juste sur le bord du bec, vous voyez. Le verre intact parce que les grosses, bien souvent, elles viennent par agressivité dessus. Bien souvent, elles viennent par agressivité. Parce que ça les rend folles, le verre. Beau poisson. Quand les eaux sont bien tendues, il faut avoir des cannes assez puissantes avec une action progressive, c'est-à-dire parabolique, et monter à un 18 centième maximum. Après, on pourrait monter plus gros, mais on n'aura pas cette glisse dans les anneaux. Alors, je m'arrête à 18 centièmes. Avec des cannes SCO, j'ai la Perfect, là, que je pêche en 18, quand les eaux sont très, très fortes. Et quand les eaux sont en étiage comme aujourd'hui, comme on a pêché aujourd'hui, avec un petit lâcher d'eau, parce qu'il y a une alerte silure pour l'eau, j'ai pris une 5 brins. Ça, c'est une 5 brins. Avec une particularité, c'est que du carbone très haut de module avec du nanorésine, avec une très belle action, avec 13 anneaux décollés, qui vous permet aussi de pêcher dans tous les temps. Je vais chercher sur des postes où vous ne pouvez pas aller chercher avec une réserve de fil, parce que sinon, il faut que j'aille chercher le fil dans les anneaux. Là, c'est un moulinet spinning normal, mais la particularité, c'est qu'il y a une bobine match peu profonde, contient allez, 80 mètres de fil de 16 centièmes, on a pêché en 16 puisqu'elle est un tout petit peu tendue. Si vous cassez 40 mètres, vous pêchez toujours aussi bien, aussi loin, voilà. On va faire la petite veine là. Des fois le matin, elles peuvent être sur peu d'eau. Alors on va faire la veine en dessous là. Il y a une belle veine d'eau. On va déjà essayer en face, là, juste entre la partie plate et le bouillon là. Hop, juste là. Tac, voilà. Pour moi, un gros barbeau, hein, moi. Que je l'avais vu ensemble avec les barbeaux, et pour moi, c'est un gros barbeau. Hein. Bon, mais c'est puissant, hein. C'est très, très puissant. Ah, il est pris sur le côté en plus. Oh, le con. Il est pris sur le côté. Hop. Ah, il est pris. Oh, oh, oh l'imbécile.
Ça, c'est le front pike. Alors, si je peux me permettre, c'est le petit frère du pike de compétition, si on veut dire. Voilà. C'est très léger, très compact et confortable à porter. Il est maintenu par une ceinture derrière, voilà. Il n'y a pas de dégrain. Avec 2 poches magnétiques. On peut mettre toutes ces boîtes. Les boîtes de d'hameçon, ces bobines de fil, les rigolos, ces plombs. Et avec 2 poches à fermeture. On peut stocker en double ce qu'on a besoin. Le fil, le bitoc, voilà, j'ai 3 bobines en coque je casse, le 14, le 16, le 18. Pareil en bas de ligne en onyx, pareil, en 14, en 16, en 18. Et les boîtes de plomb qu'on a ici. Hop, voilà. Et les boîtes de plomb. Il ne faut pas 50 matériels, hein, juste ce qu'il faut. Hein. La boîte de plomb, pour se permettre de pratiquer dans toutes les conditions d'eau. Du numéro 8 au numéro 1, j'ai une boîte qui peut pêcher dans toutes les conditions. Qu'elle soit à 15 mètres cubes, qu'elle soit à 500, j'exagère, à 500 mètres cubes, c'est pareil, je pêche. Il suffit d'adapter sa plombée en façon du courant et de la mettre. Je viens de voir une qui vient de sortir là, qui vient de gober là. Devant le caillou noir, où j'étais, c'est peut-être celle-là que j'ai touchée. C'est peut-être celle-là. Elle est placée exactement devant le caillou là. Il est venu une fois, pas 2 fois. Hein. Il était en poste là-bas. C'est bon. Elle est venue chercher. Elle est belle, hein. Attention. Elle est belle, hein. Attention. Hein. Yes. Sur la langue. Tac, et voilà, c'est fait. Magnifique poisson. C'est un plaisir ça, tu vois. Ça, c'est comme à mes premiers jours. J'en ai pris des centaines et des centaines de poissons comme ça. Mais c'est toujours merveilleux de prendre un poisson. Une belle truite comme ça. C'est une pêche, je me suis spécialisé dans cette technique. Elle me plaît. Dans toutes les techniques confondues, je pense en grande rivière, c'est la technique la plus favorable. Alors ça me plaît. La sensation, la canne, la légèreté des cannes, la sensation quand tu prends une prise, un beau poisson dans les rivières comme ça. Aujourd'hui, on a pris 2-3 poissons. C'est comme si j'aurais pris mon poisson à la première fois que j'ai pratiqué la pêche aux appâts naturels. C'est toujours aussi prenant. À quelques kilomètres seulement de la rivière d'Ain, l'Albarine paraît beaucoup plus sage. Provenant d'une résurgence, cette petite rivière de Piémont coule dans une vallée magnifique. L'origine de ce cours d'eau lui permet de rester fraîche même en plein été. Nous retrouvons Olivier Tondeur, qui travaille à la Fédération départementale de pêche de l'Ain et qui est passionné lui aussi par les salmonidés. Il adore les pêcher au leurre dur avec des poissons nageurs ou des cuillères métalliques. Il a d'ailleurs créé un site internet de vente de leurres spécifiques pour ce mode de pêche. Alors l'Albarine prend sa source sur le plateau d'Hauteville, donc tout le long en fait c'est que des résurgences.
Donc un peu plus haut, on a ce qu'on appelle des glacières. Donc on a de l'eau très très froide qui sort de la montagne, qui en général enlève un petit peu d'oxygène dans la rivière. Et après elle suit son chemin, elle va passer tous les villages qu'on a, Chalais, ici nous sommes à Tonnet, Argy, Saint-Rambert, elle va passer Torcieux et à partir de Torcieux, à peu près à 3 km en aval, elle va s'assécher. C'est pour ça qu'en ce moment on fait beaucoup de pêche de sauvetage, parce que nous sommes en plein mois de juillet. Et après elle va ressortir à Gévrieux pour retomber en fait sur la rivière d'Ain. On est dans un milieu kartique, très calcaire, on a de l'eau très très claire, donc les poissons on les voit de très très loin. Donc elle est très fréquentée par notamment les pêcheurs à vue, que ce soit aussi bien à la mouche, au leurre ou même aux appâts naturels, parce que quand même le fait de voir un poisson attaquer son appât, franchement il n'y a rien de mieux, quoi. Enfin, c'est exceptionnel. Et surtout ça nous apprend à être humble envers la nature, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, les poissons sortent, attaquent le leurre la gueule fermée, ils arrivent à prendre le leurre la gueule ouverte, à le pousser. Donc du coup on est obligé de rester calme et se remettre en question à chaque fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on pratique un milieu comme celui-ci, on ne rentre pas dans l'eau en courant. On y va tout doucement, on y va en dernier recours. Les bas de ligne, on les allonge. Vous voyez, aujourd'hui j'ai quand même 5 mètres de bas de ligne, juste pour pêcher aux poissons nageurs. Donc restez très très calme, une approche très discrète. Vous êtes dans un milieu naturel qu'avec du poisson sauvage. Et ça fait aujourd'hui 14 ans que c'est une gestion patrimoniale. Moi je suis ici depuis une vingtaine d'années, donc je travaille pour la PPMA, je suis technicien pour l'association de pêche depuis 1999 et grâce à ce poste-là on a pu restaurer une grosse partie de la rivière avec différents fonds, que ce soit l'argent des pêcheurs ou l'argent des départements, de l'agence de l'eau, donc qui ont été mis à contribution pour refaire biologiquement toutes les 17 km de notre secteur. Et donc maintenant depuis une petite vingtaine d'années, ce secteur-là en fait a complètement repris son tracé, on dirait presque initial, et avec la vie qui va avec. C'est-à-dire que toute la végétation qui est autour de nous, et donc elle a été plus ou moins en grande partie plantée, à 80%. Après il y a des arbres qui ont poussé d'eux-mêmes. Et il faut quand même un certain laps de temps pour que la nature reprenne ses droits. Et c'est vrai que nous, si on travaille aussi beaucoup avec le minéral d'un point de vue de l'habitat, rien ne vaut le végétal. Et on s'aperçoit sur ce tronçon-là, en fait, les biomasses sont très importantes parce que le végétal en apporte énormément. L'avantage de ces leurres, c'est ce qu'on appelle heavy sinking en fait, qui coule très très vite. Moi je les équipe en fait d'hameçon simple sans ardillon. Comme ça me permet de pêcher dans des endroits comme ici où il y a beaucoup de roches, où je vais les chercher sous les pierres. Du coup ça m'évite de l'accrocher très souvent. Alors concernant les leurres, je me suis aperçu, parce que moi je connais un petit peu de monde, surtout dans le monde de la truite, et en fait chaque fois que les gens ouvrent la boîte, ils ont pratiquement toujours les mêmes leurres. Voilà, c'est toujours les mêmes coloris, les mêmes densités, etc. Donc pour apporter un apport un peu plus technique à ma pêche, c'est pour ça que j'ai pu joindre, aujourd'hui on le voit avec l'essor des réseaux sociaux notamment, j'ai pu faire connaissance de crafters qui sont devenus des amis. Donc je vais vous montrer quelques modèles. Donc j'en ai un ici, donc ça c'est mon pote Rabat croate, voilà, qui a un leurre très dense. Donc ça c'est vraiment que du twitch pur. Toujours avoir des petits modèles, là ça fait 4 cm. Donc on a des poissons entre deux os qui sont actifs, 4 cm, très peu d'impact, il émet des belles vibrations, et ça vient de Serbie. Mon ami bulgare, qui fait alors des leurres extraordinaires avec une finition irréprochable. C'est sûr que demain, quand vous achetez ce leurre-là, vous avez des points qui sont un peu parsemés sur le leurre, et bien vous n'aurez pas exactement
le même leurre. Vous aurez la même forme, la même densité, le même coloris, mais pas les points exactement au même endroit, c'est tout fait à la main. On l'a sur des versions un peu plus importantes. Voilà. Une version un peu plus finesse, donc beaucoup plus plat. Alors ça, c'est vraiment fait pour les courants rapides. C'est-à-dire, comme on le voit là, il a des flancs plats des deux côtés, vraiment plats. Donc c'est veut dire qu'il aura des appuis très puissants dans les courants. La souche, hein. J'en ai quand même loupé une. Tiens, quoi, j'ai... Voilà, l'avantage du simple, ça se décroche très très vite. Allez ma belle. Poisson très difficile aujourd'hui. On a vu beaucoup de truites sortir, venir attaquer le leurre, mais la gueule fermée. On en a vu certaines, la gueule ouverte, pousser le leurre. Et puis là où il y a plein de bouillon, il y a 2,50 m d'eau, sous l'écume, elle est venue attaquer assez rapidement le leurre. On a bien vu le simple bien pris dans la gueule du poisson. On avait juste à donner un petit coup, décrocher, puis il est reparti. Donc on va retenter notre chance, voir si on prend un peu plus gros. Alors aujourd'hui, qu'on voit là en gestion patrimoniale, le plus qu'on a, c'est qu'on voit quand même beaucoup de poissons, de toute taille, ce qui est très important. On voit que l'ambreau commun aussi a pris un essor important dans la rivière. Par contre, au niveau des truites, ce qu'il y a, c'est qu'à force de les prendre et de les relâcher sur des tailles moyennes, parce que déjà à 20 cm elles attaquent, ben on voit qu'aujourd'hui, de prendre une truite de 30 voire plus, ben c'est quand même difficile parce qu'elles sont très éduquées. Alors c'est vrai que quand on veut vraiment réaliser des belles pêches sur l'Albarine, ben surtout on regarde la météo, quoi. Et on voit que qu'il va y avoir des orages, ben on se sacrifie. On prend des jours de congé, on dit le jour de l'orage on en prend un, le lendemain on en prend un autre. On prend 2 jours, on fait 2 jours de pêche sur l'Albarine et souvent à la montée c'est très bon. Nous faisons un bond de géant pour nous retrouver dans le Vaucluse, à l'Isle-sur-la-Sorgue. La Sorgue est une rivière magnifique. C'est une des plus grandes résurgences d'Europe. Et cela plaît aux truites et ombres, car l'eau reste très fraîche dans cette rivière, aux alentours de 13 degrés. Les salmonidés y sont les rois, et Laurent Geoffray, guide de pêche renommé, a mis au point une technique de pêche redoutable pour les leurrer. La toque à la nymphe, mélange subtil des rudiments du toque et de la pêche à la nymphe pour attaquer de loin les poissons les plus méfiants. Nous sommes au partage des eaux sur la commune de l'Isle-sur-Sorgue, sur une fabuleuse rivière qui s'appelle la Sorgue, qui est peut-être la plus grande résurgence d'Europe, qui prend sa source à Fontaine de Vaucluse et qui va se séparer au niveau de l'Isle-sur-Sorgue en une multitude de petits bras. C'est pour ça qu'on appelle l'Isle-sur-Sorgue la Venise provençale. La particularité de cette rivière, c'est qu'on est niché au cœur de la Provence, donc avec des températures quand même élevées. Et cette résurgence va rester entre 10 et 14 degrés toute l'année, ce qui favorise une énorme population de salmonidés. C'est juste la particularité extraordinaire de cette rivière. Alors, pour la petite histoire, Stock à la nymphe, c'est une aventure un peu particulière. Savoir qu'il y a, c'est plus maintenant, c'est vieux, pas loin d'une vingtaine d'années. J'étais dans les Pyrénées dans un magasin, parce que je suis commercial dans la pêche, et en discutant avec un pêcheur qui s'appelait Pepito Romero, qui avait fait un montage bien à lui et qui pêchait avec des nymphes, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et l'aventure a démarré comme ça. Alors, j'ai beaucoup tâtonné, j'ai beaucoup balbutié, j'ai essayé plein de choses diverses et variées, avec du matériel qui était bien évidemment pas adapté, que ce soit au niveau des cannes, des moulinets et surtout du petit matériel. Et puis,
au fil des années, j'ai peaufiné pour arriver aujourd'hui à ce que je pense être la bonne équation, puisque c'est très respectueux du poisson, puis on a de la touche, quoi. Là, voilà. On va lui rendre sa liberté parce que c'est des poissons qui stressent. Je vais allonger mon bas de ligne pour donner beaucoup plus de souplesse. Et je vais en profiter pour vous présenter le montage rapidement. On va commencer avec les fameuses bouboules qui sont des stop flottes, qui à l'origine avaient été créées pour le carpodrome. Et moi j'ai trouvé mon bonheur. Donc je vais rajouter un petit stop flotte beaucoup plus raide dessous, qui va éviter sur les ferrages que la boule coulisse en permanence. Alors étape suivante, on va rajouter la fameuse olivette. Alors l'olivette, il faut absolument qu'elle soit coulissante, parce que ce que je veux, c'est sur une animation bloquée, relâchée, c'est-à-dire bloquée, la nymphe monte, relâchée. Comme l'olivette a coulissé, la nymphe va rester une seconde de plus en suspension, et bien souvent on va provoquer des touches comme ça. Ça paraît anodin, mais je peux vous dire que ce n'est pas un détail. Et puis après, nous allons nous choisir une nymphe. Alors là, quelle nymphe choisir? C'est surtout la taille et le volume qui va être important. Début de saison, très peu d'insectes, mais gros. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des nymphes en numéro 10, en numéro 8, voire en numéro 12 assez fournis. Et plus on va avancer dans la saison, plus il va y avoir de la vie dans la rivière, mais plus ça va être petit. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre sur des tailles en 16, 18, 20, mais extrêmement dépouillées. Moi, personnellement, j'ai pris la décision de ne pêcher qu'avec des nymphes sans ardillon. Parce que là encore, c'est juste une histoire de respect du poisson. Parce qu'on a la chance avec cette technique de toucher beaucoup de poissons, on va dire petits, moyens et gros. Et moi je pars du principe que si on veut relâcher du poisson dans de bonnes conditions, l'ardillon ça devrait juste être interdit. Allez, on va essayer de s'y remettre. Encore des crochets sur le coin de la gueule. Allez, un petit ombre. Tu vois, ça c'est la satisfaction. Depuis qu'on l'a mis en no-kill, on en a plein. C'est une rivière qui avait souffert à un moment donné, dû à la pression de pêche, due à diverses pollutions. Et surtout à la disparition de ces fameux herbiers là qu'on voit ici, là partout, qui sont le gîte et le couvert pour les poissons ici. Alors c'est une rivière où, heureusement, grâce à la nouvelle réglementation mise en place, à savoir simplement prélever une truite de plus de 30 cm par jour et l'ombre en no-kill, hameçon simple sans ardillon obligatoire, depuis 3 ans on retrouve toutes les tranches de population. Et de nouveau, la rivière est très très riche parce que naturellement, il y a le milieu qui est favorable. Il y a la température, il y a le gîte et le couvert avec ses herbiers. Il y a une population d'invertébrés assez phénoménale. Et puis, en termes de poissons d'accompagnement, on a une population de vairons qui est monumentale. Donc oui, c'est une rivière très riche avec un taux de grossissement qui est très rapide sur les poissons. C'est là où on a trouvé la plus grosse truite fario jamais vue en France, en rivière. Je ne parle pas de rivières qui sont adjointes à un barrage, puisque une année dans le bras du Sorguette,
un monsieur en canoë a trouvé en train d'agoniser une truite de 14,7 kg qui est naturalisée. Hein. C'est juste monstrueux pour une fario. Laissons les truites capricieuses de la Sorgue et remontons dans l'Ain. Mais nous changeons complètement de technique. Exit les leurres dures qui vibrent dans l'eau et vivent les mouches sèches ou noyées. Qui mieux que Grégoire Juglaret, membre de l'équipe de France de pêche à la mouche depuis de nombreuses années et multiple médaillé national et international, peut nous faire découvrir les secrets de cette technique subtile. Partons sur la Valzerine et ses nombreuses truitelles. Je suis pêcheur à la mouche depuis le plus jeune âge. Hein. J'ai attaqué, j'avais 9 ans. Je suis arrivé à la pêche à la mouche bêtement. Hein. Je suis passé, comme beaucoup, par des pêches plus traditionnelles. Et puis un jour, au gré d'un Noël, ça a été le montage de mouches. Et puis après des rencontres qui ont fait que je me suis mis à la mouche. Et puis également à aimer tout ce qui tournait autour du milieu aquatique. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait débuter, je l'encourage vraiment à débuter par la sèche parce que c'est vraiment l'école de toutes les pêches et de l'apprentissage de la rivière, comment lire l'eau, comment apprendre où se trouve le poisson, pourquoi il se trouve là à tel moment de l'année. Et c'est en passant par la sèche qu'on apprend tout ça. Là, nous allons pêcher un parcours qui est sur la Valzerine, qui est une rivière classée rivière sauvage. On est sur la tête du bassin, donc une rivière avec beaucoup de pentes, des zones très creuses, des zones un peu plus plates. Donc on va être obligé d'utiliser plusieurs techniques de pêche, donc une pêche en sèche ou une pêche en nymphe. Et du coup j'ai prévu 2 cannes, une canne vraiment typique pour la pêche en sèche, donc une 9 pieds, une canne courte qui va me permettre de lancer, et une canne plus longue, une 10 pieds 6 pour soit de 3, qui va me permettre de pêcher en nymphe avec un grand bras de levier pour me rapprocher au plus près des postes et bien tenir ma dérive. La pêche en nymphe, ça peut vraiment être une pêche très précise. Et là, on va être obligé de changer en permanence le poids de la nymphe et la longueur de la pointe pour s'adapter au poste. Effectivement, plus le poste sera profond ou rapide, on mettra une nymphe lourde, plus le poste sera dans très peu d'eau ou avec très peu de courant, plus on va alléger le montage. Et ça demande vraiment une précision qui joue à quelques centimètres parfois sur le bas de ligne. Même si là, je l'ai. C'est un beau poisson, très beau poisson pour la rivière. Hop là, génial. Regarde comme elle est belle. Elle est très sombre, elle était complètement cavée. Ah, qu'elle est belle. Hop là. Super petit poisson, c'est génial. Hop. Allez, file. Ouais, c'est avec ce petit parachute là que je viens de prendre ce poisson sous la cave en face. Et donc il flottait bien bas, mais là maintenant qu'il a pris un poisson, il a certainement un peu de mucus dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que pour bien lui redonner ses qualités, je vais complètement la noyer dans l'eau et après je vais y mettre un petit produit hydrophobe. J'enlève le surplus d'eau, sans dire de la sécher, mais j'enlève le surplus d'eau. Et là j'ai un petit produit hydrophobe qui me permet c'est à base de talc normalement, pas grand chose de plus. C'est pour ça que ça laisse de temps en temps un petit dépôt blanc dessus, mais c'est pas grand chose. Et là, ça va me permettre de refaire flotter ma mouche tout de suite. Là, oh elle est belle. Là, elle est belle. Super. Elle a bien pris la sèche. Elle l'a avalée tout de suite à côté du gros caillou. Et puis là, elle n'y est pas allée pour rien.
L'avantage d'avoir un hameçon sans ardillon, c'est que même bien avalé, il se décroche tout seul. On a énormément de chance en France, c'est d'avoir un réseau hydrographique hyper diversifié. Et de partout, on va avoir de l'eau, que ce soit dans les régions montagneuses ou dans les régions de plaine. Alors, on est dans des périodes où les niveaux sont relativement bas, mais on a de la chance d'avoir encore pas mal d'eau. Et on peut pêcher à la mouche véritablement de partout. Il y a quelques années, il y a vraiment eu un creux. On a senti vraiment les populations s'effondrer il y a une dizaine d'années en arrière. Et aujourd'hui, sur les rivières qui ont été un petit peu oubliées, préservées, les populations se sont vraiment refaites. On a une pêche qui est une école d'observation. Si on veut vraiment coller à ce qui se passe pendant la journée, on est obligé de rester attentif à l'évolution des conditions de pêche tout au long de la journée. Si on arrive qu'il y a plein de mouches, comme ce qui s'est passé ce matin, il y avait plein de mouches en surface, ça vaut le coup de tout de suite essayer la pêche en sèche. S'il n'y a pas forcément beaucoup d'insectes, on peut se permettre de pêcher un petit peu en nymphe. Et puis il y a des périodes de l'année, comme le début de saison, où les eaux sont assez tendues, les poissons généralement regroupés. Pour les trouver rapidement, la pêche en noyer peut être vraiment très efficace. Mais ça, il faut vraiment s'adapter au jour le jour et même à l'heure même. Une activité de surface peut démarrer en 5 minutes que tout le poisson soit dehors. Et là, il faut tout de suite s'adapter et pêcher en sèche. Et puis aussi rapidement, cette activité s'éteindre et repasser en nymphe derrière pour continuer à prendre des poissons. Oh, elle est belle. C'est pas un poisson monstrueux, mais c'est un joli poisson de la rivière encore. Oh putain! Je suis un petit peu en retard au ferrage, je vais enlever un peu de fil, un peu de longueur de pointe. Là, sur la sèche. Voilà. Ouah, qu'elle est belle, elle a des couleurs. Ah bah si à chaque lancée on fait la grande sœur de l'autre, on va finir avec la famille complète. Celle-ci, elle est toute zébrée. C'est exactement la même rod, mais pas avec le même... mais avec des zébrures, là, comme si elle cherchait à se camoufler différemment. Oh, qu'elle est belle. Il y a un poisson de 35 qui est venu voir ma sèche, qui l'a refusé. Là, c'est pas elle. Dommage. Oh. C'est n'importe quoi. C'est trop facile. Le pêcheur à la mouche qui serait monotechnique passerait forcément à côté de capture de poissons régulières, surtout tout au long de la journée ou tout au long de la saison. Par contre, la pêche à la mouche, c'est avant tout un plaisir. C'est pas forcément le plaisir, c'est pas forcément de prendre un poisson, c'est juste de passer du temps au bord de l'eau, de faire monter un poisson pour quelqu'un qui voudrait pêcher en sèche. Et
Et le plaisir peut juste passer dans le fait de pratiquer la pêche en sèche, ou de pratiquer la pêche en nymphe, ou de pratiquer voilà, une pêche en particulier, qui ne couvrirait pas l'ensemble des conditions de la journée ou de la saison, mais on peut prendre du plaisir juste à pêcher en nymphe, sans pour autant courir après un résultat chiffré, un compteur avec aujourd'hui on a fait 100 poissons. Non, on peut très bien prendre du plaisir avec 10 poissons, parce qu'on s'est fait plaisir à aller les chercher dans des conditions un petit peu difficiles, ou à poser une mouche sèche et voir monter le poisson. Le plaisir peut être aussi grand que d'en faire 100 dans sa journée. Là, on est sur une zone qui est vraiment plate. Il y a juste 2-3 petites vasques un petit peu plus marquées. Et en lançant en amont du caillou pour faire passer le long, pour que la nymphe aille gratter un petit peu sous le caillou, bah, il y a cette truite là qui est sortie. Et elle était vraiment juste dans la partie un peu plus creuse là. Donc pareil, je la maintiens un petit peu dans l'épuisette, le temps de faire refroidir la main. Et là voilà. C'est des petits lingots d'or quoi. Elles sont magnifiques. Puis là, la rivière est extrêmement basse, donc elles sont difficiles. Les jours où elles doivent être faciles d'accès, oh, elle a pris la nymphe. Ah, je ne l'ai pas ferrée. Là, je l'ai. Je la voyais plus grosse que ça. Oh là! La pêche à la mouche, enfin la compétition dans la pêche à la mouche, notamment la compétition internationale, apporte beaucoup parce qu'on rencontre beaucoup de gens de tous horizons, de tous milieux et de toutes origines. Et on a la chance d'avoir ce fil conducteur qu'est la pêche à la mouche qui permet de sympathiser facilement. Et à partir de là, ben, les échanges sont vraiment faciles. Et puis on arrive à échanger sur un petit peu tout, mais notamment sur le matériel et sur les techniques. Et grâce à ça, ben, il y a forcément des petites choses à droite et à gauche qui ont éclos. Par exemple, typiquement, la pêche de la nymphe, il y a 25 ou 30 ans, c'est né dans les pays de l'Est. Si aujourd'hui on pêche en nymphe en France, c'est grâce à certains pêcheurs qui sont allés chercher ça dans les pays de l'Est, qui l'ont ramené en France et qui l'ont adapté à nos milieux. Mais c'est super important d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour avoir une vision un petit peu plus large et une ouverture d'esprit par rapport à nos pêches. Effectivement, nos pêches sont plus efficaces que n'importe quelle pêche par rapport à nos milieux. Mais c'est parce qu'on est allé s'inspirer à droite et à gauche. Et d'ailleurs, les pêches dans d'autres pays sont plus efficaces que les nôtres parce qu'ils sont venus s'inspirer des nôtres, etc.
Ce petit tour de France nous rassure. Les truites se portent bien en France, malgré le réchauffement climatique qui met à mal certains parcours de plaine. Les parcours en Normandie, Bretagne, Massif central, Morvan, Jura et toutes nos montagnes, Alpes et Pyrénées comportent encore de belles populations de truites fario. Il est possible, comme nous l'avons vu, de traquer ces salmonidés de l'ouverture en mars jusqu'en septembre, voire plus sur les parcours de seconde catégorie. Le respect de ces poissons est de mise, avec si possible des remises à l'eau systématiques. Après tout, le plaisir est surtout celui de la capture, et si nous voulons continuer de pouvoir leurrer ces truites dans les années à venir, mieux vaut prendre soin de chaque poisson, comme si c'était un joyau, un petit lingot d'or sauvage.